Salut à toutes et à tous, vous regardez l'invité de Moumou sur le média qui grandit, qui innove avec une deuxième chaîne YouTube, le Média 24/7, à laquelle nous vous invitons à vous abonner. Une proposition un peu plus info chaude que la chaîne Le Média TV, avec également de nouveaux programmes, notamment la contre-matinale qui revient tous les matins du lundi au jeudi à 8h sur notre chaîne Le Média 24/7. Justement, le journal des luttes tous les matins du lundi au vendredi à 13h sur la même chaîne, toujours sur cette chaîne Le Média 24/7, au cœur de l'actu, notre émission du soir à 19h, et sur la chaîne historique Le Média TV. En plus de nos chroniqueurs et journalistes habituels, retrouvez le récap, un bulletin d'infos concis et dense animé par Marion Lopez sur la chaîne Le Média TV. Aujourd'hui, Moumou, ton invité, c'est Rokhaya Diallo, journaliste, autrice, réalisatrice, conférencière et podcasteuse. Rokhaya Diallo est une figure des médias français, oui, mais voilà, c'est une femme noire qui ose défendre ses combats, quitte à déplaire plutôt à ce qu'on pourrait appeler le bloc majoritaire. Et cela lui vaut détestation et harcèlement, mais elle continue de tracer son chemin et publie aux éditions Plomb le dictionnaire amoureux du féminisme, car oui, le féminisme et sa définition sont plus que jamais des enjeux, des terrains de bataille politique. Bonjour Mourad, bonjour Rokhaya. Bonjour, merci beaucoup. Alors, nous enregistrons cette émission au lendemain de la Journée internationale du droit des femmes du 8 mars, qui cette année a été un moment de bataille entre le mouvement féministe et un ovni, Némésis, qui incarnerait, selon ses promoteurs, un féminisme de droite ou un féminisme raciste selon des observateurs. Un féminisme raciste dont l'influenceuse Mila est une des figures de proue, ce qui n'empêche pas qu'elle soit invitée sur BFM RMC par Apolline de Malherbe pour expliquer en gros que l'ennemi du féminisme, c'est le jeune racisé mal élevé par ses parents. Au sein des établissements, moi j'ai l'impression qu'on a une véritable police des mœurs dans les lycées. Une police des mœurs de la part des autres jeunes? De la part des élèves qui sont d'ailleurs encouragés souvent par leurs parents vis-à-vis de leur éducation, qui se sentent mais en totale impunité. On parle de jeunes mais qui s'encouragent mutuellement. En général, c'est vraiment quand on est au sein de ma génération qu'on comprend comment ça se passe. C'est déjà des groupes Snapchat de personnes mais qui se menacent, c'est massif. Il y a des trentaines, des cinquantaines de personnes, ça s'arrête jamais. Je sais pas si les parents ferment les yeux ou s'ils en ont juste rien à foutre. Pardon. Ne vous inquiétez pas, vous parlez avec votre vocabulaire et votre âge aussi, Mila. Et donc, ce 8 mars, Némésis et le mouvement féministe se sont affrontés symboliquement dans la rue, Némésis étant soutenu par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et bien entendu par les médias Bolloré. Il faut savoir qu'on a quand même dans cette même manifestation appelé à un féminicide dans une marche pour les femmes. À Discordier, on a menacé de la tuer. C'est écrit sur des murs dans une manifestation pour le droit des femmes. Et en fait aussi par Rima Hassan. Exactement. Alors, Rokhaya, quel regard as-tu porté sur ce 8 mars 2025, sur cette bataille du sens qui s'est déroulée à cette occasion? Quand je parle de bataille du sens, j'évoque le sens du mot, du concept féminisme. On a l'impression qu'il y a une sorte d'OPA qui a voulu se faire sur ce mot, sur ce concept. Oui, c'est très juste. Tout d'abord, merci de me recevoir, merci de m'inviter. C'est très juste dans la mesure où, effectivement, le féminisme a toujours été un terrain de bataille idéologique, dans le sens où il y a des dynamiques qui traversent la société, traversent aussi le féminisme, à savoir qu'il y a des personnes en situation de majorité, en position dominante, qui essayent d'utiliser ce vecteur pour asseoir une certaine position, et puis d'autres qui font du féminisme le levier de la dénonciation de toutes les inégalités. Donc un collectif comme Némésis n'a absolument pas vocation à défendre toutes les femmes. Leur seul intérêt, c'est d'utiliser la notion de féminisme pour faire avancer un agenda qui est raciste, qui ne fait que stigmatiser certaines personnes comme si le patriarcat était le fait d'une seule partie de la population. Et dans cette entreprise, elle s'appuie sur des pouvoirs, le pouvoir politique, et une partie, pas tout le pouvoir médiatique, mais une petite partie du pouvoir médiatique, c'est-à-dire essentiellement la sphère des médias Bolloré.
Absolument, et ce qui est assez fascinant, c'est de voir que finalement, dans une manifestation féministe, c'est un collectif identitaire d'extrême droite qui a pu marcher effectivement en dehors de la manifestation, mais protégé par les forces de l'ordre, tandis qu'on a vu par le passé des manifestations féministes, notamment le 7 mars, qui ont lieu la veille au soir, être brutalisées par ces mêmes forces de l'ordre. Donc on voit effectivement que quand il s'agit de marcher pour protéger les droits des femmes, eh bien, ce ne sont pas les droits des femmes qui sont protégés, mais au contraire celles qui menacent un féminisme inclusif et justement véritablement universaliste. Alors depuis le 7 octobre 2023, le féminisme est également présenté comme pro-Hamas, pro-viol de femmes israéliennes, et la mise de côté du collectif sioniste de gauche, selon sa propre définition, Nous vivrons, est instrumentalisé par l'extrême droite médiatique et politique. Une fois de plus, ça ne facilite pas les choses. Le 7 octobre a changé quelque chose, 7 octobre 2023. Je ne sais pas si le 7 octobre a changé véritablement quelque chose. Le fait est qu'il est important de dénoncer toutes les violences sexuelles, d'où qu'elles proviennent. Ce qui est important de dire, c'est qu'avant le 7 octobre, il y a aussi des personnes en Palestine qui étaient enfermées, notamment dans des prisons israéliennes, qui ont été victimes de violences sexuelles et sexistes. Et ce sont des violences sexuelles et sexistes qui ont fait l'objet de décisions judiciaires et sur lesquelles il est aussi important d'avoir une voix. Donc je pense que dans un contexte d'affrontement, lorsque des violences sexuelles surgissent, il faut les dénoncer d'où qu'elles viennent, mais il faut le faire de manière intègre et de manière honnête. Et malheureusement, moi, je n'entends que rarement parler de ces violences. Mourad ? Oui, alors je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que effectivement, ça n'a pas changé fondamentalement les choses, ça a plutôt joué le rôle, le 7 octobre 2023, ça a joué un rôle pour moi de révélateur au grand public. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu, et c'est pour ça je pense que Théo te posait la question, il y a eu un certain nombre d'acteurs, de chroniqueuses notamment, c'est souvent des femmes, puisque ça donne une certaine légitimité qu'en fait elles n'ont pas, qui vont taxer les associations féministes de gauche en disant, comme par hasard, c'est un peu le comme par hasard complotiste, vous ne condamnez pas... vous ne parlez pas des viols dans telle partie du monde et évidemment a fortiori en Israël. Et c'est dans ce sens-là qu'effectivement, comme on dit dans un langage populaire classique, les masques tombent à l'occasion de ça. Et alors, il y a toujours eu une espèce de frange de la population qui s'est ouvertement montrée anti-féministe, anti-progressiste, anti-progrès pour les femmes, et notamment les droits des femmes. Il y a également toujours eu des femmes qui se sont rangées dans ce camp-là, mais là, on a l'impression que ça se débride, ça se lâche. Je vais vous laisser regarder pour qu'on comprenne bien dans quelle situation on se trouve aujourd'hui dans les médias, notamment les médias dits de droite. Je vais vous laisser écouter Juliette Briance, qui est une chroniqueuse qui se qualifie elle-même de droite, voire moi je la qualifie d'extrême droite, et qui va expliquer que le féminisme, en fait, c'est de manière un peu pétiniste, c'est une forme dévoyée de ce que devrait être le regard sur la société, notamment sur la question des salaires. Je vous laisse écouter. Ça fait 10 ans que tous les ans, à la journée de la femme, les médias nous ressortent l'histoire. C'est pas la journée de la femme. Non, Emmanuel. La journée internationale du droit des femmes. Merci Estelle. Mais c'est pas je m'en fous, c'est hyper important. Ça devrait être la journée de la femme. Vous allez pas vous échapper toutes les deux. Si elle me laisse finir. Calmez-vous. Dis les bons mots quand même. Je m'en fiche de cette journée. D'accord. Je la reconnais pas, moi. Donc tous les ans, à cette fameuse date là qu'on ne citera pas, on nous ressort l'écart, le soi-disant écart salarial entre les femmes et les... Il n'est pas soi-disant, hein. C'est des chiffres, hein. C'est pas une opinion, Juliette. Les femmes et les hommes, et finalement, on se rend compte qu'en fait, à poste égal, ça, et études égales et temps de travail égal, il y a pratiquement aucun écart salarial. Que même l'écart résiduel, il peut être expliqué par plein de choses, les différences de négociation, les différences de secteur, etc. Donc bref, on n'est pas du tout moins payé que les hommes, n'importe quoi. Si, 3,8 Ensuite, pour ce qui est des tâches ménagères, je sais pas, mais gérez votre foyer comme vous voulez, non? Pas ni mettre des caméras pour savoir qui sort les poubelles et qui fait la vaisselle. Démerdez-vous, quoi. Donc alors je le précise bien, c'est pas nouveau, mais on sent que c'est de plus en plus présent sur les plateaux. Avant on était un peu habitué à des plateaux de Pascal Praud. Alors souvent on pointe Pascal Praud, se retrouve avec plein de mecs. Tiens d'ailleurs j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Les plateaux où on parle des femmes, notamment alors sur la question des congés menstruels, de toute une série de choses, ou de la PMA, où il y a que des mecs. Non, mais c'est juste scandaleux. Et pour revenir à ce qui a été diffusé à l'instant, ce que je trouve assez fascinant, c'est l'absence de mention des violences sexistes et sexuelles. On est quand même un pays qui, l'année dernière, a fait l'objet d'une attention internationale suite au procès de Dominique Pellicot et de plus de 50 personnes accusées et reconnues comme coupables d'avoir violé Gisèle Pellicot. Aujourd'hui, Caroline Darian, leur fille, dit qu'elle est convaincue d'avoir été victime d'inceste et de violences sexistes répétées.
Donc, nous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sujet sur le 8 mars, alors qu'on sait qu'il y a un viol, une tentative de viol toutes les 7 minutes en France, et que 96% des auteurs de viol sont des hommes, bien sûr qu'il y a un sujet. Et le sujet, c'est pas seulement l'inégalité économique, c'est aussi le fait que les femmes puissent disposer de leur corps librement et puissent protéger leur corps des agressions qui sont des agressions absolument quotidiennes. On est en plein, aujourd'hui, procès du chirurgien Le Squarneck, qui a porté atteinte effectivement à des corps d'enfants, parce que je pense que la question de l'enfant, c'est aussi une question patriarcale, parce que les enfants sont souvent considérés comme les possessions des adultes. Et donc, dire que le 8 mars, finalement, c'est qu'une question domestique, c'est vraiment méconnaître la question. Puis encore une fois, naturaliser le fait que les femmes soient en majorité en charge des travaux domestiques a un prétendu instinct maternel. Déjà, c'est oublier que toutes les femmes n'ont pas vocation à être mères. Il n'y a absolument aucune obligation dans ça. Et il n'y a rien d'instinctif dans le fait de passer l'aspirateur ou de récurer les toilettes, quoi. Si elle considère que son instinct la pousse vers le nettoyage des parties humides de son appartement, c'est son problème. Mais la véritable question, c'est pourquoi cette personne, en fait, aujourd'hui, se retrouve dans une position, elle va parler d'un sujet que manifestement elle ne maîtrise pas. Oui, absolument. Et c'est même, on peut parler d'une forme de grossièreté, voire même, c'est marrant parce que ça vient de gens qui te parlent de cancel culture et compagnie. Alors en fait, ils sont en train d'effacer un pan complet de cette histoire du féminisme et des revendications féministes en ne faisant effectivement qu'un focus qui les arrange évidemment pour leur narratif. Alors, il y a, ça c'est une militante, Juliette Briand, d'extrême droite, donc je voulais montrer, c'est d'une évidence, j'ai envie de dire, c'est une caution qui sert le narratif autour du féminisme, mais manque de bol, depuis quelques années, on se retrouve, et tu es bien placé pour le constater, le vérifier, on se retrouve avec des positions de gens qui sont prétendument de gauche. Je pense évidemment au Printemps républicain, je pense à Raphaël Enthoven, je pense à Caroline Fourest, par exemple, qui vont afficher une espèce de défiance vis-à-vis du féminisme, alors notamment sur MeToo, bien évidemment, qui a été remis en question par Caroline Fourest dans son récent ouvrage qui a fait le tour de tous les plateaux télé. On se demande à quel point. J'ai toujours pas la mécanique de ça. Je sais toujours pas pourquoi on les voit partout, tout le temps. Est-ce que tu as un avis sur ça? Je pense qu'ils ont de bonnes connexions. Je pense que c'est une question tout simplement de réseau et qu'effectivement, elles sont considérées comme étant des personnes qui doivent être présentes dans l'espace médiatique, mais ça repose vraiment sur des relations interpersonnelles. C'est mon opinion, j'ai absolument aucune preuve de ce que j'avance, mais je suis convaincue du fait que ça ne tient pas au talent ou à l'intérêt supérieur de leur convergence prose. idéologique aussi? Sans doute aucun doute. Je pense que les relations interpersonnelles, elles sont nourries par une approbation idéologique. Je pense que quand ces personnes déroulent leurs argumentaires sur les plateaux, il y a quand même, parmi les gens en tout cas qui les ont programmés, des gens qui ne sont pas choqués d'entendre ce qu'elles ont à raconter, que d'une certaine manière, ça sert effectivement un discours. J'en suis convaincue. Oui, je pense que ça, on parle souvent ici de l'entre-soi, mais c'est vrai que c'est à la fois idéologique. Je veux dire, le fait que ces personnes-là puissent se fréquenter en dehors des plateaux, c'est quelque chose qui a été documenté aussi. Donc, oui. Mais alors, comment tu vis le fait que, toi, en tant que féministe, comment tu vis le fait qu'ils s'accaparent les notions féministes pour les discréditer au maximum, un peu comme Emmanuel Ducrot, il y en a également. Comment tu vis ça personnellement? Alors moi, la chance que j'ai, c'est que je travaille beaucoup à l'extérieur de la France et que la France, en fait, les Français, c'est 1% de l'humanité. Donc quand on travaille un peu à l'international sur les questions de féminisme, on voit que tout ce qui se passe sur le terrain idéologique français, c'est tout petit. C'est tout petit et effectivement, souvent, ça se restreint à quelques arrondissements parisiens. Même à l'échelle de la France, en fait, ça reste des batailles idéologiques qui concernent en fait un petit groupe de personnes. Parce que même à l'échelle de la France, je sais pas, quand je vais en Martinique ou en Guadeloupe, je pense que les personnes que je rencontre n'ont absolument que faire de savoir ce que pense Caroline Fourest ou ce que pense Emmanuel Ducrot. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on se rende compte à quel point ces débats ont beaucoup lieu sur les réseaux sociaux, mais finalement n'intéressent pas tant de personnes que ça en dehors de ce petit cercle, même si je dois reconnaître quand même que les livres de Caroline Fourest se vendent bien, mais bon, dans un pays qui vote autant à l'extrême droite, ça fait aussi sens, quoi. Donc moi, oui, je le ressens comme juste une forme de conservatisme qui gagne la population française. Ce qui me satisfait aujourd'hui, c'est qu'il est clair pour tout le monde que l'agenda qui est défendu par Caroline Fourest est un agenda de droite. À l'époque où nous l'avions critiqué avec Les Indivisibles, qui est une association antiraciste que j'avais confondée à la fin des années 2000. On lui avait décerné, le jury qui avait été convoqué par l'association avait décerné ce qu'on appelait à l'époque un Yabon Award. Donc, ce sont des trophées
qui était décerné aux personnes qui avaient tenu les propos les plus racistes de l'année. Il avait été décerné à Caroline Fourest à l'époque. On avait été extrêmement critiqué par la gauche qui nous disait que c'était scandaleux de s'en prendre à une féministe qui était antiraciste, etc. Ce qui est très bien en 2025, c'est que ce qu'on avait vu à l'époque est aujourd'hui très clair pour tout le monde et que parmi les féministes, les gens ont très bien compris que son agenda consistait à essayer de réprimer la parole des personnes qui sont exprimées. Dans son livre, elle s'en prend quand même à Judith Godrèche, à Adèle Haenel, en révélant des informations personnelles sur sa vie privée, donc vraiment en tapant sous la ceinture de manière extrêmement malhonnête. Donc voilà, il y a quand même une tribune qui a été signée par énormément de féministes, non seulement du monde du cinéma, mais d'ailleurs pour contester et pour fact-checker son livre qui est constellé d'erreurs et de mensonges. Donc je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, voilà, tout le monde sait que ces gens-là ne sont pas de gauche, quoi. Oui, tout à fait. On en avait parlé ici. Je crois qu'il y avait un très bon article de nos confrères, enfin de notre consoeur en l'occurrence, des Inrocks, qui avait pointé effectivement tout ce que tu nous rappelles ici. Puisqu'on parle de féminisme, je vais me tourner vers le dictionnaire amoureux du féminisme, dont tout à l'heure Théo parlait, qu'on va voir évidemment à l'écran. Donc c'est paru aux éditions Plomb. C'est incroyable la somme de travail que ça a dû te demander. Tu vas nous en parler, bien évidemment. Alors j'ai cru comprendre dans la préface, enfin le préambule, j'ai cru comprendre que c'était une commande. C'était pas spontanément, que c'est pas toi qui avais proposé ça. Au départ, j'avais pensé ça quand j'ai entendu parler de ce livre. Je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée qu'a eu Rokhaya, mais finalement, c'est une commande, c'est bien ça? C'était absolument pas mon idée, effectivement. C'est Grégory Berthier-Saudret qui dirige la collection des dictionnaires amoureux, qui m'a approché il y a quelques années pour me proposer ce dictionnaire amoureux, ce qui, je dois l'avouer, m'a beaucoup surprise parce que c'est une collection qui est portée par des figures assez éminentes du paysage littéraire ou médiatique de France, mais qui sont pas vraiment, pour beaucoup d'entre elles, en tout cas dans la même ligne, on va dire, idéologique que moi. Donc, me proposer ce dictionnaire amoureux, je trouve que c'était une démarche quand même assez audacieuse, d'autant plus que je défends un féminisme qui, pour beaucoup, est considéré comme sulfureux ou radical. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mal à être radical, donc j'ai absolument aucun problème avec ça. Après, sulfureux, je pense que c'est juste que ça décoiffe des personnes qui sont promotrices de la protection de l'ordre dominant. Donc oui, j'étais super agréablement surprise de cette sollicitation. Et en fait, c'est un exercice effectivement extrêmement fastidieux. C'est très très long parce que alors c'est un dictionnaire amoureux et moi je me suis confié la mission d'être à la fois dans la pédagogie, mais aussi il y a la notion d'amour, d'amoureux, donc de mettre en avant des notions qui m'étaient chères, donc beaucoup de pop culture par exemple, mais ça demande quand même beaucoup de travail parce qu'effectivement pour chaque notion il faut faire des recherches, recouper, etc., s'assurer même si on a des choses en tête, que que les choses dont on parle sont exactes. J'ai pas envie de me retrouver avec une tribune de 150 féministes qui fact-check mon dictionnaire amoureux en disant que je dis n'importe quoi. Donc effectivement, je travaille quand je fais mes livres, quand je les écris. Et voilà. Et une question assez basique, c'est tu connaissais, alors je précise que ce dictionnaire, donc est dans l'ordre alphabétique classique, ce dictionnaire en fait va à la fois balayer des concepts, va présenter ou représenter des personnages, des personnalités au travers de l'histoire. Il y a même des personnes qui sont toujours de ce monde, fort heureusement. Est-ce que tu avais en tête déjà des idées où tu allais chercher en fouillant et tu as fait des découvertes, ou c'est des choses que tu connaissais déjà majoritairement? C'est quand même il est quand même composé très majoritairement de choses que je connaissais. J'ai fait des listes de mots parmi les notions dont j'estimais qu'elles devaient être expliquées, comme l'intersectionnalité, comme la charge mentale, comme la misogynie noire, d'autres qui sont débattues dans le champ politique et sur lesquels je souhaitais faire des rappels, comme l'universalisme, comme la laïcité. Mais après, c'est vrai que j'avais ma liste, les personnages morts, les personnalités mortes ou vivantes, ce sont des personnalités que j'admire. Donc c'est vraiment ça qui a été le prisme. Il y a des gens, des femmes auxquelles j'ai pensé, puis finalement je me suis dit, peut-être qu'on va essayer de faire des équilibres internationaux. Et puis effectivement, j'ai vraiment essayé de parler des femmes de tous les continents. Donc effectivement, c'était toutes des personnes que je connaissais, mais certaines sur lesquelles il a fallu que je fasse plus de recherches. Par exemple, Katarina Taikon, je la connaissais de nom, j'avais déjà lu des choses sur elle. C'est une femme qui est d'origine romanie, qui est suédoise, qui est considérée comme on dit souvent que c'est la Martin Luther King de Suède. Après, moi, je trouve que elle est sa propre personne. Je connaissais pas très très bien sa vie, par exemple. Donc là, j'ai dû effectivement faire des recherches pour en savoir davantage. Et il y en a d'autres dont je connais bien la vie pour avoir travaillé dessus. Donc là, j'ai eu besoin de faire moins de recherches. Mais dans tous les cas, même quand on parle de Simone Veil, il faut quand même vérifier les dates, les étapes, etc. Parce que je ne connais pas par cœur. De toute façon, tu as parlé d'un travail de plusieurs années, c'est ça?
Oui, en tout cas, j'ai passé l'essence. C'est surtout l'année dernière que j'ai passé beaucoup de temps à travailler. Donc le travail de collecte s'est opéré avant, mais le travail de rédaction a surtout eu lieu l'année dernière, en 2024. Je précise que pour chaque définition, chaque mot, il y a un renvoi vers d'autres mots. Enfin, c'est assez interactif. Alors justement, je parlais donc des personnalités. Alors si c'est comme une évidence de voir le mot sororité apparaître dans ce dictionnaire amoureux du féminisme, il y a aussi des personnalités comme par exemple Tarana Burke. Alors je ne sais pas si je prononce bien Burke. Je pense qu'on dit Burke, mais je pense. Je sais pas le dire. Ouais. Mais c'est vrai qu'en français ça sonne pas très beau. Mais Tarana Burke, du coup, comment tu l'as découverte? Je l'ai découverte en fait assez tôt. C'est une femme qui est éducatrice à Harlem, à New York, et qui est une femme noire qui est originaire de New York également, et en fait qui est la véritable créatrice du mouvement MeToo. Elle l'a lancé lors d'ateliers qu'elle avait créés justement pour créer de l'empathie en fait auprès des jeunes femmes majoritairement noires qu'elle recevait en fait dans ces différents ateliers, pour justement faire en sorte que ces jeunes femmes puissent sur un petit papier dire moi aussi, et en fait faire écho aux violences qu'elles avaient pu subir. Et en fait, quand Alyssa Milano a lancé ce hashtag, effectivement, je lui ai attribué comme tout le monde au départ, et puis quelques mois plus tard, j'ai découvert l'existence de Tarana Burke. Voilà, j'en suis revenue, et puis il a fallu quand même quelques années avant qu'elle soit considérée, qu'elle soit interviewée dans les médias, et aujourd'hui encore, la plupart des gens ne la connaissent pas. Oui, moi, très honnêtement, je l'ai appris par ton biais. Je suis très remercie. honorée. Merci à toi. On trouve aussi des personnalités, je ne vais pas dire ambiguës, mais sur lesquelles tu portes un regard contradictoire, comme par exemple Joséphine Baker. Oui, alors c'est pas tant elle qui est ambiguë que l'époque dans laquelle elle a navigué et le regard qu'on a porté sur son corps. C'est-à-dire que j'admire beaucoup la femme qu'elle était, que ce soit en tant qu'artiste et performeuse, parce que vraiment en termes d'art scénique, je pense qu'elle a apporté beaucoup de choses. J'admire aussi évidemment la résistante, voilà, le fait qu'elle ait pu collecter des secrets pour nourrir la résistance en utilisant justement l'image d'artiste un petit peu ingénue qu'elle pouvait avoir. Mais après, en même temps, j'ai tout à fait conscience du fait des projections qu'on avait pu avoir sur elle en tant que femme noire, l'exotisation qui a été faite de son corps, le fait qu'on la célèbre aussi parce que justement c'est une femme qui était très reconnaissante à l'égard de la France et qui, lorsqu'elle a pris position contre le racisme, c'était surtout contre le racisme aux États-Unis. Et si on lui a préféré... On l'a préférée à Gisèle Halimi pour la panthéonisation, c'est peut-être aussi parce que Gisèle Halimi, qui figure aussi dans le dictionnaire amoureux, était une figure explicitement anticoloniale et beaucoup plus critique des actions de la France et de la République. Donc voilà, Joséphine Baker, pour moi, elle incarne, c'est pas tant elle qui est ambiguë que l'incarnation qu'elle peut avoir d'ambiguïté. Puis les rôles qu'elle a eu dans des films n'étaient pas des rôles super, quoi. C'était des rôles où souvent c'était... la pauvre femme, alors parfois était tunisienne, parfois de je ne sais quelle île caribéenne, puis souvent amoureuse d'un homme blanc qui ne l'aimait pas en retour. Donc il y avait un petit peu ce qui correspondait en rien à sa vie réelle, mais voilà, c'était pas forcément des images très valorisantes qui étaient faites d'elle dans le cinéma. D'accord, merci pour cette précision. Alors je précise pour nos amis qu'il y a également Annie Ernaux, par exemple. Il n'y a pas que des femmes noires, parce qu'on pourrait avoir l'impression avec ce que je viens de dire. Oui, il y a Gisèle Halimi que j'ai évoqué à l'instant. Oui, mais absolument. Mais voilà, je me l'étais noté quand même pour qu'on sache. Absolument. Il y a Wonder Woman, par exemple. Voilà. Pourquoi Wonder Woman ? Parce que pour moi, c'est la super-héroïne par excellence. Moi, j'adore les comics, pour commencer à dire les choses. J'aime beaucoup les séries. Moi, j'ai découvert Wonder Woman quand j'étais petite grâce à la série télévisée des années 70 où elle était incarnée par Linda Carter. Et puis parce que c'est la première super-héroïne et je trouvais ça intéressant de raconter un peu la genèse dans un contexte où c'était plutôt Superman et Captain America, comment elle est née, comment elle a intégré la Justice League, donc qui est l'agrégation de tous les super-héros de DC Comics, avec d'abord un rôle très très en retrait, puis pour devenir vraiment une puissante et super-héroïne, comme les hommes. Donc moi je trouvais ça intéressant. Voilà. C'est aussi très personnel puisque c'est un dictionnaire amoureux. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous préciser la différence que tu fais entre féminisme, puisque c'est quand même le terme générique, et féminité ? Je me rappelle d'un collectif, un sombre collectif qui s'appelait les Antigones. C'était des femmes habillées en blanc et qui interpellaient notamment les fémènes et qui, alors une espèce de grande tauge, un peu comme des femmes grecques. C'était en 2013, si mes souvenirs sont bons, donc ça date un petit peu. Et elle disait, nous opposons à votre féminisme, nous opposons notre féminité. Elle militait pour le retour des femmes à la maison, que la femme est complémentaire de l'homme, il n'y a pas d'opposition. Enfin, c'était que des clichés comme ça. Qu'est-ce que tu leur réponds à cette histoire d'opposer la féminité au féminisme ? Alors, déjà, pour moi, la féminité, c'est une construction sociale, en fait. C'est justement une idée à laquelle doivent se conformer les femmes par tous les moyens possibles. Donc, pour moi, il n'y a pas une manière d'être femme, il y en a plein. Simplement, il y a une féminité à laquelle on rattache tout un tas de critères, une forme de fragilité, une forme de minceur, de délicatesse, de gentillesse, le fait d'être aimable, agréable, etc. Donc, une quête, en fait, qui n'est jamais vraiment acquise parce que le propre d'une femme, c'est qu'elle vieillit. Et donc, du coup, on s'éloigne
témoigne chaque jour de ce qui correspond à, soi-disant, le pic de notre féminité. Et donc, dans la féminité, à la féminité, on associe une forme de désirabilité, mais au bénéfice des hommes et du patriarcat. Donc pour moi, la féminité, c'est un mythe, en fait. C'est un mythe qui fragilise en permanence les femmes et en fait qu'on ne peut jamais véritablement atteindre. En revanche, dont on est toujours menacé d'être destitué. Je comprends tout à fait. Alors, j'avais aussi noté, mais je laisserai les personnes qui vont acquérir ton ouvrage le découvrir. Il y avait pervers narcissique. Je trouvais ça presque amusant parce que ça fait partie des mots comme ça qui ont débarqué maintenant, qui envahissent complètement l'espace. Donc, ce sera intéressant de le voir. J'avais également noté des expressions idem, comme la bien-pensance ou le politiquement correct, qui viennent évidemment se confronter à cette question progressiste du féminisme. Et je voulais terminer par une notion qui est très débattue dans la société, et notamment sur les plateaux de télé. C'est la question de la compatibilité entre la religion, quelle qu'elle soit, et le féminisme. Oui, en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de question. On peut être féministe et religieuse. Par exemple, on a ordonné des pasteurs avant que les femmes aient le droit de vote en France. Donc, effectivement, parfois, l'Église protestante a pu être plus progressiste que la République française. Donc, il n'y a pas vraiment de sens. Il y a des femmes qui sont féministes au nom de leur religion et des femmes qui sont féministes parce qu'elles essayent de s'émanciper d'injonctions religieuses. Et donc, le fait de considérer mécaniquement la religion comme une source d'oppression sexiste, alors que c'est surtout son interprétation par des hommes qui est source d'oppression, pour moi c'est plutôt ça la question. Effectivement, je pense pas qu'il faille la spiritualité, quelque chose qui est propre à l'humain et qui est souvent assez répandu, et je pense que c'est pas dans la spiritualité qu'il faut chercher le problème, mais vraiment dans la lecture qu'en font les hommes, et je parle vraiment pas des hommes au sens humain, puisque de toute façon j'aime pas dire homme pour humain, mais vraiment des hommes au sens masculin. Très bien, merci infiniment pour cette précision. Beaucoup. Donc c'est Rokhaya Diallo, c'est Dictionnaire amoureux du féminisme, et c'est aux éditions Plomb. Alors justement, Rokhaya, si tu le permets, je voudrais qu'on évoque maintenant le paysage audiovisuel et médiatique français en 2025. Un PAF dont tu es une des figures, tu interviens dans de nombreux médias. Alors, on a discuté avant cette émission et ce tournage, et tu m'as dit que tu n'intervenais plus sur RTL, parce que je voulais te dire que tu interviens sur RTL et tu as dû suivre les mésaventures de Jean-Michel Apathy. Alors non, tu n'interviens plus sur RTL. Non, je n'interviens plus sur RTL depuis quelques mois. J'y étais effectivement de manière hebdomadaire depuis 2009, mais pour des raisons qu'on m'a fait... on m'a dit que pour des raisons éditoriales, voilà, j'avais plus vraiment ma place. Je n'y suis plus. Et effectivement, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce qui s'est passé autour de Jean-Michel Apathy. Et en fait, ce que ça me dit énormément, c'est déjà l'inculture que l'on a de l'histoire coloniale. Parce que le fait de ne pas comprendre que c'est absolument légitime de comparer les exactions... qui ont été commises par les nazis, en tout cas de les inscrire dans une filiation idéologique, ça fait sens et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On peut citer Hannah Arendt, mais on peut aussi y citer le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire qui fait un lien et qui date effectivement de l'époque de l'après-guerre. Donc, une petite parenthèse, le discours sur le colonialisme a été retiré du programme des lycées en France au moment où François Bayrou, qui est notre actuel Premier ministre, était ministre de l'Éducation nationale à la fin des années 90. Ah oui, je ne savais pas du tout, parce que moi je l'ai étudié, j'ai été au lycée avant. Justement, au moment... non, je crois que c'était au moment qu'il était... C'était à la fin des années 90, je pense vers 96 ou 97. Je crois qu'il était en 94 qu'il était... Ah, c'était... Oui, en fait, moi j'avais déjà le bac. Ok, moi j'ai échappé eu en 94, mais je pense que j'ai échappé d'un an en fait, parce que moi je l'ai étudié effectivement au lycée, mais je pense que j'aurais pu ne pas l'étudier si j'avais été... Donc oui, ce discours... Mais c'était pas un horrible droitard, c'était François Bayrou qui était vu comme un homme du centre et qui a retiré ce... C'était quand même un homme de droite, manifestement. Donc... voilà, les techniques en fait d'enfumade qui ont été perpétrées contre les Algériens ont aussi été perpétrées contre les Haïtiens dans des bateaux et l'historien Claude Ribes parle de chambres à gaz flottantes pour ces bateaux. Donc évidemment la pratique en fait des exactions contre des populations dominées, elle a connu un terrain d'entraînement qui était le terrain colonial. Les Allemands ont quand même commencé à réfléchir à ces techniques d'extermination en Namibie, et donc ce n'est pas absolument pas problématique que d'imaginer qu'il y a une filiation idéologique et en termes de pratique d'extermination dans tous ces phénomènes coloniaux et nazis. Et donc moi dans la réaction j'ai vu beaucoup d'inculture en fait, et puis j'ai vu vraiment le fait qu'on comprend le nazisme comme le crime absolu, mais qu'on ne comprend pas le colonialisme comme quelque chose qui est aussi un crime absolu, parce qu'on va toujours considérer qu'il y a des bonnes choses au colonialisme. Donc oui, c'est un vrai problème, et le fait que moi je tire mon chapeau
d'être allé au bout de sa logique et de dire qu'effectivement, il avait besoin de montrer que ce n'était pas un problème d'évoquer le colonialisme comme il l'a fait. Justement, en fait, est-ce qu'on peut aussi parler d'une inflexion idéologique, parce que tu n'es plus à RTL après de très nombreuses années où tu y as été éditorialiste chroniqueuse. Jean-Michel Apathy s'en va parce que il y a eu quand même des actes d'hostilité dont il a tiré les conséquences. Et le groupe RTL, c'est également le groupe M6 où Cyril Hanouna arrive de manière assez fracassante. Ça veut peut-être dire quelque chose. Je ne sais pas si je peux faire le lien, parce qu'en même temps, c'est vrai que moi, j'y suis plus, mais je sais que dans l'émission où je suis, il y a des personnes qui défendent des idées similaires aux miennes. Je vois qu'il y a Jonathan Boucher-Petersen qui est pas de temps en temps, Pablo Pillo-Vivien. Ouais. Donc, pour ce qui me concerne, je pense que c'est plus lié à ma personne que vraiment et aux idées que je défends peut-être, mais de la manière dont je les défends à titre personnel. Après, il y a une inflexion idéologique partout en France. C'est-à-dire que dans tous les espaces médiatiques, quand on voit la manière dont aujourd'hui les élus de l'extrême droite sont reçus, on voit bien qu'ils sont reçus dans une forme de confort et dans l'absence de rappel de leurs racines, qui pour moi effectivement correspond à une inflexion générale. Oui, alors je précise que dans l'œil de Moumou de cette semaine, donc, qui a été diffusé à partir de mercredi dernier, on avait traité justement la question de Thomas Soto qui parlait il accusait Jean-Michel Apathy de manière tout à fait confraternelle de faire, je cite, du relativisme en comparant la colonisation de l'Algérie à Oradour-sur-Glane. C'est-à-dire qu'avec cette supposition qui est née dans la tête, qui a été observée par un certain nombre d'internautes, que quand c'est des Blancs, c'est pas exactement la même chose que quand c'est des Noirs, et que ce relativisme vient peut-être même de manière inconsciente chez Thomas Soto et d'autres, vient les amener à avoir ce genre de comportement que je trouve complètement étonnant. Et je pense que tu as employé le mot inculture, je pense que c'est le mot juste, puisqu'en fait, on sent même pas une volonté politique de révisionnisme, on sent vraiment quelque chose de l'ordre de la espèce de crasse intellectuelle. Moi j'ai travaillé plusieurs années avec Thomas Soto justement dans cette émission où ça se passait plutôt très bien. Et j'ai entendu Thomas Soto le dire dans cette émission, je crois que c'est dans ces médiatiques, il me semble, qu'il a dit lui-même qu'il reconnaissait qu'il avait absolument rien appris sur la colonisation et sur ce qui s'était passé en Algérie. Il disait qu'il n'avait pas les connaissances qui lui permettaient en fait vraiment d'évaluer la pertinence du propos de Jean-Michel Apathy. Donc moi je crois qu'effectivement il est choqué parce qu'en fait on n'a pas appris à être choqué des crimes coloniaux. Et que du coup en fait dans notre inconscient collectif, ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane, c'est inqualifiable, mais ce qui s'est passé dans les colonies françaises, ça ne l'est pas tant que ça, parce qu'on ne sait pas, parce que quels sont les films en fait qui racontent ça? Quel film peut-on citer en fait qui raconte la manière dont les Algériens ont été massacrés par dizaines de milliers? On ne peut pas en citer en fait. Et c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. Oui, il y a une époque très riche cinématographiquement parlant, notamment de la dénonciation de la torture en Algérie, de la dénonciation de l'armée française et ainsi de suite, par des courageux, réalisateurs qui se classaient plutôt à gauche, dans les années 70 notamment. C'était vraiment peu de temps après. Là, c'est vrai que là-dessus, on n'a pas avancé sur ces histoires de crimes. Espérons peut-être que ça va permettre de faire avancer ce qui s'est passé malgré tout pour lui, mais ce qui s'est passé avec Jean-Michel Apathy va faire peut-être avancer la société française sur ces questions-là. Tu interviens, toi, tu l'as effleuré tout à l'heure, dans de nombreux médias, notamment anglo-saxons, qui te vaut, je pense, c'est un avis personnel, un peu de jalousie chez certains de nos consoeurs et confrères. Mais recrutez-moi en France, moi j'écris très bien en français, oui, donc non, j'ai pas de souci. Je pense un tout petit peu. Je pense au Guardian notamment, et le Washington Post, et du coup, on a l'impression que c'est à cause de ça, tu as ce sentiment-là, toi, la principale concernée, que tu es accusé d'importer le wokisme d'Amérique vers la France et vers l'Europe. Il y a plusieurs choses. Le fait d'écrire pour des médias internationaux reconnus, vraiment qui sont considérés comme ayant une certaine assise et une certaine légitimité, je pense que ça me vaut quand même malgré tout de ne pas avoir complètement disparu de la sphère publique en France. Je pense que ça m'a maintenu dans une forme de légitimité parce que cette reconnaissance a empêché certaines critiques. Tu vois, moi je pense que finalement, quand j'ai été recrutée au Washington Post, j'étais quand même pas mal critiquée en France. Et pour le dire très familièrement, ça a fermé des bouches en fait. Je pense que c'est ça en fait qui se passe. C'est que quand j'écris pour le Guardian ou pour le Post, en fait, on est obligé de reconnaître que, en tout cas, des médias de qualité considèrent que mon travail est digne d'intérêt. Quoi qu'on pense de ce travail. Après, les accusations d'importer la lecture américaine sur la société française, elles précèdent en fait ces recrutements. Ça fait très longtemps que l'on m'accuse de ça parce que j'ai fait un programme du département d'État qui s'appelle le programme des visiteurs internationaux. Je me suis rendue aux États-Unis en 2010, mais c'est un programme qui a été fait par plein de personnalités politiques françaises qu'on n'accuse absolument de rien. Et parce que aussi, on vit dans un déni en France selon lequel on n'aurait pas d'histoire raciale. Et donc, toute lecture raciale de la société française serait liée à une importation du continent américain.
américain. Je rappelle quand même pour mémoire que la France existe sur le continent américain et elle existe notamment en Guadeloupe et en Martinique parce que justement, elle est coloniale et elle l'est encore toujours aujourd'hui. D'accord. Alors je précise juste pour compléter ce que dit Rokhaya, que tu as aussi été accusé inversement d'aller dire du mal de la France dans les médias anglo-saxons, en l'occurrence sur la question des violences policières, surtout sur la question du racisme systémique, et que en fait tu étais là, tu utilises ça pour taper sur la France, c'est parce que tu es anti-France et ainsi de suite. Mais je dis du mal de la France en France et à l'étranger. Enfin, mon discours est constant. Et en fait, dire du mal, effectivement, dire du mal, je critique mon pays de manière, je pense légitime, puisque je suis française et j'ai toujours vécu en France. Donc ce que je dis en France, je le dis à l'étranger. Et moi, je suis pas diplomate, en fait. J'ai absolument pas le rôle de soigner la réputation de la France. Et si les gens veulent que j'arrête de critiquer ce qui ne va pas dans mon pays, eh bien, peut-être qu'il faudrait que ces choses que je dénonce cessent, tout simplement. Et si elles cessaient, moi, j'aurais plein de choses à dire merveilleuses sur ma ville, qui est Paris, que j'adore, quoi. Donc, oui. Alors, plus généralement dans les industries créatives et culturelles, on a l'impression que les Noirs français ont besoin de la validation américaine pour s'imposer dans leur propre pays et de manière systémique. On va le dire par exemple, Omar Sy, qui est dans un tout autre domaine, dans l'entertainment et dans le cinéma, en fait, le fait qu'il soit allé aux États-Unis, qu'il ait signé avec Netflix, ça lui donne de la force. Pareil pour Saïd Takmaoui. Ça veut dire quand même quelque chose, c'est-à-dire que si vous allez aux États-Unis pour finalement vous imposer aux vôtres, vous êtes un traître, mais si vous n'allez pas aux États-Unis, votre valeur n'est pas reconnue. Il faut qu'une puissance supérieure vous reconnaissent pour que les vôtres vous reconnaissent. C'est très ambigu. C'est tout à fait ambigu. C'est d'autant plus ambigu que j'ai conscience aussi du sort des Noirs aux États-Unis. Donc je ne peux pas dire ici que les États-Unis sont un Eldorado. J'ai bien conscience du fait que quand je suis aux États-Unis, je suis noire exotique avec un accent français. Donc la reconnaissance que j'ai, elle est aussi liée au prestige qui est associé à mon identité française. Donc je veux être très claire là-dessus. De la même manière que quand on reçoit des Afro-Américains ici, on les adore parce qu'ils incarnent quelque chose de différent. Et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure quand tu me disais que j'écris pour des médias anglophone, moi j'adorerais écrire pour des grands médias français. Et la réalité, c'est que ces opportunités n'existent pas. Et que si on se place de mon seul point de vue, c'est pas normal que je travaille plus aux États-Unis qu'en France, alors que j'habite à Paris, j'habite en France. Et donc j'enseigne aussi aux États-Unis, dans une université américaine, qui est une université catholique, qui est d'ailleurs en ce moment en train d'engager un bras de fer contre Trump très intéressant. C'est pas normal en fait. C'est-à-dire que moi, alors j'adore travailler pour ces médias et j'en suis absolument heureuse parce que ce sont des médias où on apprend beaucoup en tant que journaliste et en termes d'exigence journalistique. Mais il y a quand même une petite amertume de me dire que finalement j'ai les coups des franches en dehors de mon pays et ici c'est beaucoup plus compliqué. La reconnaissance de mon travail est moindre en fait. Elle est tout à fait moindre. Donc oui, c'est malheureux. Et effectivement, les États-Unis ont une forme d'impérialisme et de domination culturelle qui fait que quand on... Voilà. Mais le Guardian, c'est pas américain. C'est l'autre côté de la Manche. C'est vraiment le Royaume-Uni. Anglo-saxon. C'est ça. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai fait une conférence il y a pas longtemps à Boston. Et donc, je leur ai montré une vidéo, j'ai fait une compile vidéo, en fait, de justement la manière dont on parle de l'universalisme en France, et opposé aux anglo-saxons. Et les Américains me disaient, mais c'est quoi les anglo-saxons? Parce que pour eux, ils n'ont rien à voir, évidemment, avec les Britanniques. Et ils disaient, mais comment, en fait, vous pouvez penser qu'on est les mêmes, alors que déjà, on est séparés par un océan, et que physiquement, c'est vrai qu'on est plus proche du Royaume-Uni que eux ne le sont des États-Unis. Donc, pour eux, c'était intéressant, cet amalgame qu'on pouvait faire entre leurs deux pays, parce que, c'est très, très différent. Ce que je peux entendre, alors justement, ce sera ma dernière question, Jean-Pierre. Sur cette histoire de médias français, tu as travaillé on t'a vu énormément. Tu as notamment été courageusement sur des chaînes ou des antennes qui sont pas forcément, qui n'ont pas une visée éditoriale ou une ligne éditoriale proche de celle qui pourrait être la tienne si tu possédais un média. Donc ça, c'est déjà une première difficulté. Et puis, tu fais régulièrement l'objet d'attaques. On va voir l'une des plus célèbres, j'ai envie de dire, l'une des plus grossières. Et je vais t'interroger juste après qu'on l'ait vue. Madame Diallo se plaint de la France. Elle se plaint des Blancs. Mais si aujourd'hui elle est journaliste, je vous rappelle qu'elle a été aussi Young Leader, c'est pas rien. Elle a bénéficié, elle a des awards, tout un tas de choses. Elle est pourvue d'un master, qui est à son honneur, ça veut dire qu'elle a été capable d'étudier, mais elle le doit à l'ouverture d'esprit de notre éducation et de notre pays. Parce que Madame Diallo, elle n'aurait pas bénéficié de tout ce que donne la France. Je crois qu'il y a de fortes chances qu'elle serait en Afrique avec 30 kilos de plus, 15 gosses en train de piler le Nil par terre,
et d'attendre que monsieur lui donne son tour entre les 4 autres épouses. Attention, Daniel Obono va vous tomber dessus. Hein. Ouais. Non mais il suffit de dire que Rokhaya Diallo, et comme vous l'avez dit, a eu de la chance quand même d'être en France et d'avoir une vraie liberté d'expression. Elle est la preuve que la France n'est pas raciste. Voilà, exactement. Merci à vous, Barbara. À l'instar d'élus, à l'instar d'acteurs politiques, je pense par exemple à Émeric Caron, je pense à Daniel Obono ou Ercilia Solet, tu as décidé depuis ça fait un petit moment, tu as décidé de plus le laisser passer. Donc tu vas en justice régulièrement pour ces choses-là. Comment tu... Je pose une question un peu personnelle et en même temps pratique. Comment tu vis ça ? Comment tu comprends qu'on en vienne à des termes comme ceux-ci ? En tout cas, ce que je comprends précisément dans cette interaction, c'est qu'on a face à nous une femme pour laquelle une personne africaine ne peut pas lui être socio-économiquement supérieure. Et donc, elle essaye de rétablir sa domination blanche en essayant de m'humilier et en essayant finalement de ridiculiser tout ce qu'elle associe de moi à l'Afrique et en énonçant des clichés, parce que ce qu'elle dit de l'Afrique n'a absolument rien à voir avec la réalité. Donc je pense que quand on est une personne noire et qu'on accède à une certaine place sociale, il y a des personnes blanches que ça indispose, parce qu'elles ont été socialisées pour nous dominer, d'une certaine manière qu'on accède à certains espaces, pour eux c'est insupportable. Et voilà, tu parles des procès, j'ai intenté un procès contre Pascal Bruckner, parce qu'il m'avait... très clairement qualifié d'influence, d'avoir influencé des terroristes, en ayant rappelé, après avoir rappelé que j'étais musulmane. Je l'ai attaqué, il a été relaxé. Apparemment, on a le droit de dire à une femme musulmane qu'elle a armé le bras de terroristes qui ont tué les gens de Charlie Hebdo, même si on sait que c'est absolument pas vrai. Et en fait, dans le cadre de ce procès, on m'a reproché plusieurs fois d'être allée au Festival de Cannes avec des belles robes. Je veux dire, à un moment donné, ça n'a plus de sens. C'est-à-dire que ce qu'on me reproche, en fait, c'est d'exister à un endroit où je ne suis pas censée être, à une place où les personnes qui me ressemblent sont rares, et de le faire sans justement avoir cette position préalable qui est de dire ma gratitude à l'égard d'une République qui m'aurait tout donné, ce que je considère comme étant faux. Donc je pense que c'est ça qu'on me reproche, et que cette femme, comme d'autres, finalement, ne supporte pas que j'ai accès à ces tribunes internationales, alors que si j'ai accès à ces tribunes internationales, c'est justement parce qu'on m'a fermé des portes en France, et finalement, je navigue à l'endroit où je peux naviguer. Merci infiniment, Rokhaya. Merci beaucoup. Merci Rokhaya, merci Moumou, et merci à vous d'avoir regardé L'œil de Moumou, l'invité, sur la chaîne YouTube Le Média, sur notre site internet, sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov. On rappelle que Le Média, votre média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment. Abonnez-vous donc à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7, et activez la cloche, mettez des petits pouces en l'air, et si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, restez connectés aux médias.